Nous en parlions dans ce journal. Au Proche-Orient, la trêve humanitaire a été reconduite pour 2 jours jusqu'à jeudi matin sur la bande de Gaza. De nouveaux otages ont été libérés hier soir, a priori en bonne santé. Alors comment doit-on l'interpréter? Cette trêve va-t-elle perdurer? Est-ce le début d'une pacification? Nous en parlons avec mon invité. Nous sommes en ligne ce soir avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Paris, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Alors je parlais de cette trêve humanitaire reconduite pour 2 jours. Comment la comprendre? Aujourd'hui, cette pause est respectée par Israël et par le Hamas. Pourtant, ils s'entretuaient il y a encore quelques jours. Oui, mais on était rentré dans une logique transactionnelle. Donc, il y a eu des négociations ardues qui ont été faites par l'intermédiaire incontournable du Qatar, puisque le Qatar est le seul État qui soit en mesure de parler à toutes les parties de manière directe, ce qui n'est pas le cas des autres acteurs. Et donc, à l'issue de ces négociations très étroites, millimétrées, il y a eu un débouché sur effectivement d'abord une première trêve, une pause de 4 jours, même si le Hamas aurait voulu 5, Israël avait refusé. Et puis le principe était une constructibilité potentielle journalier à raison d'une libération de 10 otages par jour. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui la prolongation de 2 journées supplémentaires. Comment est-ce que vous comprenez Benyamin Netanyahou qui menait une guerre absolue contre le Hamas, qui voulait détruire le Hamas et qui fait aujourd'hui de la libération des otages sa priorité? Comment est-ce que vous le comprenez? Alors, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. D'abord, la libération des otages a toujours été pour la société israélienne une priorité. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y avait une double priorité. Il y avait la priorité militaire d'écraser le Hamas et la priorité simultanément de libérer les otages. Ça a donné lieu, ça a fait un débat au sein de la guerre qui a considéré que seule la pression militaire qui a été lancée justement sur le nord de Gaza, était en mesure de pousser le Hamas à négocier. Effectivement, d'une certaine manière, mais il y a un moment, la pause est nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé avec les 4 jours de lancer cette logique transactionnelle journalière. Et donc, il y a une contradiction, évidemment, pour Israël aujourd'hui, c'est que il y a la possibilité qui sont dans l'attente de la libération de leurs proches. Le gouvernement ne peut pas ne pas en tenir compte. Et en même temps, parallèlement, il a les impératifs opérationnels militaires qu'il veut poursuivre. Donc c'est très compliqué, effectivement, comme arbitrage à gérer. Selon vous, est-ce que cette trêve fait partie de la stratégie de communication du Hamas? Le Hamas qui met en scène le retour des otages bien traités, non blessés, alors que de l'autre côté, les prisonniers palestiniens se plaignent et disent clairement que leurs conditions de détention étaient désastreuses. Est-ce qu'on est dans un échange classique ou plutôt une dimension de communication? Oui, enfin, il y a une scénographie effectivement communicationnelle, mais on peut imaginer les conditions de détention des otages dans la bande de Gaza. C'était certainement pas un camp de vacances. Donc là-dessus, il y a le Hamas essaie effectivement de polisser son image. Il a sûrement été conseillé en la matière parce que ça lui permet effectivement de maintenir cette logique transactionnelle et de favoriser aussi les pressions des autres pays, notamment occidentaux, sur Israël, pour poursuivre cette logique transactionnelle et donc élargir la trêve sur plusieurs jours supplémentaires. Ce que d'aucuns considèrent comme un moyen de gagner du temps, évidemment, pour se réorganiser, se réajuster opérationnellement, rétablir des lignes de communication entre les groupes dispersés. C'est précisément ça que craint Tsahal. Et c'est là où on retrouve le piège, effectivement, et la contradiction à gérer pour les Israéliens. Alors vous le disiez tout à l'heure, cette trêve, on la doit aussi au Qatar, qui joue un rôle de médiateur. Est-ce que le grand vainqueur de cette trêve et du conflit, c'est le Qatar qui renforce son positionnement politique?
Ah bah, le Qatar, effectivement, est incontournable. Objectivement, tout le monde le reconnaît. Mais ça tient aussi à une ambivalence. C'est-à-dire qu'il l'est parce qu'il peut parler directement au Hamas, qui a un bureau politique à Doha, avec, en l'espèce, l'installation d'Ismaël Haniyeh, que l'on voit sur l'écran. Donc, évidemment, ça facilite les discussions, les négociations, cette logique transactionnelle. Mais ça soulève aussi des questions pour la suite. À partir du moment où effectivement le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste pour les Américains et pour l'Union européenne, et que la catastrophe, ce qui s'est produit le 7 octobre, évidemment, est un point de bascule qui fait que la question de la présence du Hamas à Doha sera forcément posée à un moment ou à un autre. Pas maintenant, évidemment, puisque maintenant tout le monde a besoin du Qatar qui a montré son efficacité pour justement cette logique transactionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer, avec un Qatar plus fort, que les équilibres régionaux sont en train de changer? Jusqu'ici, on parlait de l'Arabie Saoudite, on parlait de l'Iran. Là, on a l'impression que seul le Qatar, aujourd'hui, peut raisonner Israël et le Hamas. Oui, mais il se fait un go-between. Il ne faut pas exagérer non plus son rôle, sa puissance géopolitique. Il est extrêmement utile à tout le monde. C'est ce qui fait son crédit aujourd'hui. Mais on n'est pas sur le même registre avec l'Arabie Saoudite ou l'Iran. De toute façon, le Qatar a l'ambition de se présenter comme un hub diplomatique de négociation, de faire un peu de Doha le Genève du Moyen-Orient, en concurrençant Mascate dans le sultanat d'Oman. Il a montré qu'effectivement, il avait certaines aptitudes, notamment au moment du retrait américain de Kaboul, puisqu'il y avait un bureau politique justement des talibans à Doha, et c'est aussi ça qui joue aujourd'hui en sa faveur, à ceci près que le lien, la relation avec le Hamas, évidemment, n'a rien à voir avec celle avec les talibans. Il y a une vraie relation de fond avec le Hamas, puisqu'il a soutenu financièrement l'administration du Hamas, idéologiquement aussi, puisque le Hamas est issu des frères musulmans, et que le Qatar, effectivement, soutient la mouvance des frères musulmans, ce qui lui est reproché d'ailleurs par ses voisins régionaux. Alors derrière cette trêve, David Rigollet-Rose, il y a un vrai traumatisme profond. Israël est en guerre, la bande de Gaza, elle est pratiquement entièrement détruite. Comment imaginer un retour à la normale entre deux États qui peuvent potentiellement cohabiter? En tout cas, c'est ce que souhaitent la plupart des pays occidentaux. Oui, c'est la question du jour d'après, hein. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là, parce que l'opération militaire n'est pas achevée. Elle n'est pas pour les Israéliens. Les Israéliens ne peuvent pas imaginer un seul instant qu'il y ait une pause, un cessez-le-feu qui maintiendrait une menace concrétisée du Hamas. C'est absolument pas concevable, vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est-à-dire qu'une fois l'opération militaire achevée, est-ce que l'idéologie du Hamas aura disparu? Pas nécessairement, c'est tout le problème. Et puis la question de la prise en charge d'une enclave qui est ruinée par le fait effectivement de la guerre, qui prendra en charge cette enclave, effectivement. Alors on a évoqué plusieurs scénarios, on a évoqué même l'autorité palestinienne, il n'en est pas question pour Israël. Le président américain a évoqué une autorité palestinienne qui est seule habilitée en termes de légalité internationale, éventuellement à se positionner, mais qui serait revitalisée, renouvelée. Et là, évidemment, il y a beaucoup de conditions, et c'est d'autant plus problématique que dans les territoires occupés, notamment la Cisjordanie, il y a une influence du Hamas qui a augmenté considérablement au détriment justement de cette autorité palestinienne. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Est-ce que le Hamas, selon vous, a intérêt d'avoir une pacification avec Israël, ou cette guerre les aide finalement? Cette guerre les aide, mais comme ça a été le cas précédemment, hein, toutes les fois où il y a eu des affrontements régulièrement, à plusieurs échéances avec Israël, le Hamas capitalise justement sur la conflictualité, sur l'engagement militaire contre Israël. Donc de ce point de vue-là, simplement la situation est un peu différente, parce que par rapport aux fois précédentes, il y avait ce qu'on appelle des vraies trêves, des houdna, justement. Là, on n'est pas dans une logique de trêve durable et reconductible à long terme. Elle est que ponctuelle dans le cadre de cette logique transactionnelle pour effectuer la libération des otages.
Alors vous parliez il y a quelques instants de la Cisjordanie. J'aimerais y revenir dessus quelques instants. Nous, occidentaux, on a l'impression que le Hamas est plus populaire aujourd'hui auprès des Palestiniens en Cisjordanie, justement. Le Hamas fait avancer la cause palestinienne. Il a remis le dossier de la Palestine à l'agenda international, la libération de prisonniers, ce que finalement les autorités palestiniennes n'ont jamais réussi à obtenir. Quelle est votre analyse là-dessus ? Oui, c'est ce que je disais. Effectivement, il capitalise sur ce qu'il a réalisé, avec quand même quelque chose de proprement sidérant, c'est qu'une partie de l'opinion palestinienne justement de Cisjordanie ne croit pas à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc ça, pour la suite évidemment, ça soulève des questions et ça pose c'est un problème majeur évidemment. Mais incontestablement, il cristallise des attentes et donc il peut capitaliser là-dessus, même s'il peut pas être un partenaire de négociation, puisque de toute façon la charte du Hamas prévoit la non-reconnaissance de l'État d'Israël. Donc c'est pour ça que j'évoquais la quadrature du cercle. C'est un piège pour tout le monde d'une certaine manière. Et le problème d'une sortie de crise, d'une perspective politique, évidemment, qui serait souhaitable et attendue, évidemment, pour l'instant ne peut pas se concrétiser. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre analyse. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo avec Mona Coco et puis votre série Criminel 2.0. C'est à partir de 20h30. Moi, je vous souhaite une excellente soirée avec TV Monaco. À demain.